Donald Trump et Benjamin Netanyahou se sont enfin rencontrés, et il semble que cette rencontre ait finalement un peu réduit la tension, mais pas complètement. Le 28 juillet, une rencontre a eu lieu dans le bureau ovale de la Maison-Blanche entre le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Officiellement, il s'agit d'une visite ordinaire d'un allié, mais en réalité, c'est la première rencontre en personne entre les deux dirigeants depuis le 28 février, lorsqu'ils ont conjointement lancé la guerre contre l'Iran. Réfléchissez-y bien, pendant toute la guerre contre l'Iran, ils ne se sont pas rencontrés en personne. Au cours des 5 derniers mois de la guerre, beaucoup de choses ont déjà changé. La guerre, qu'on avait promis de terminer en quelques semaines, s'est prolongée. Les relations entre Trump et Netanyahou se sont nettement refroidies. Et leurs désaccords sont devenus publics. L'importance de cette rencontre tient au fait qu'elle se déroule au moment où les États-Unis et Israël ont des visions complètement différentes sur la manière et les moyens de mettre fin à la guerre contre l'Iran. Dans cet épisode, nous allons analyser ce que l'on sait des résultats de la rencontre personnelle entre Trump et Netanyahou, ce qu'écrivent les médias israéliens et américains, et pourquoi l'aile droite des partisans de Donald Trump observe cette rencontre de près. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés. Donc, je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement. Alors, selon la Maison-Blanche, la rencontre a commencé à 11h03, heure de l'Est, juste après la réunion entre Trump et Zelensky, et a duré environ 1h30. Netanyahou, comme le souligne par exemple Al Jazeera, est entré à la Maison-Blanche par une entrée latérale de l'aile ouest, sans cérémonie officielle. Les négociations se sont déroulées à huis clos, sans la presse, tout comme celle de Zelensky avec Trump. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, il est évident qu'ici, à la Maison-Blanche, ils ont décidé de rendre ces rencontres privées, afin de ne pas détourner l'attention de l'événement d'aujourd'hui, en particulier de la cérémonie d'adieu au défunt sénateur Lindsey Graham. Outre les dirigeants eux-mêmes, dans le bureau ovale, à en juger par les photos diffusées par le bureau de Netanyahou, étaient présents le vice-président américain J.D. Vance, le secrétaire d'État Mark Rubio et le ministre de la Défense Pete Hegseth. D'ailleurs, ce trio est très révélateur. Les évaluations officielles des résultats sont prudemment positives, disons-le ainsi. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a écrit sur le réseau social X un court message en disant brièvement ce qui suit. Le président Trump a terminé ses rencontres dans le bureau ovale avec le président Zelensky et le premier ministre Netanyahou. Les deux rencontres ont été positives et productives. Point final. Et après cela, un responsable israélien, qui est au courant du déroulement des négociations, a répété cette évaluation dans un commentaire à CNN, qualifiant la rencontre, je cite, de très positive, s'étant déroulée dans un bon esprit, avec les hauts responsables de l'administration. Ni la Maison-Blanche, ni le bureau du Premier ministre Netanyahou ne révèlent de détails substantiels sur ces négociations. Et selon les informations de CNN, les parties ont discuté de la guerre en Iran, le déroulement des négociations avec le Liban et l'élargissement des accords d'Abraham avec l'Arabie Saoudite. Et ici, il est important de comprendre pourquoi en fait cette rencontre entre Trump et Netanyahou était décrite comme potentiellement tendue. La discorde entre Trump et Netanyahou, à la fin juillet, a cessé d'être quelque chose de caché. Tout le monde en parlait déjà ouvertement. On en est arrivé au point où Netanyahou, je rappelle, 1 mois plus tôt, a déclaré qu'Israël n'avait plus besoin d'aucune aide militaire des États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, Trump a littéralement déclaré qu'il n'avait besoin d'aucune information d'Israël pour frapper, par exemple, le mont Kirki en Iran. Quelques heures avant les négociations, Trump a laissé entendre sur Fox News qu'il était très sceptique quant à la position du Premier ministre israélien. Lorsque la conversation a porté sur le fait que Netanyahou envisage donc de présenter au président américain des renseignements israéliens sur un site nucléaire souterrain iranien, ce qu'on appelle le mont Kirki. Trump a répondu, je cite, « Je n'ai pas besoin que Bibi me raconte ça. On s'en sortira nous-mêmes. » Plus tôt, en commentant les désaccords sur l'Iran, Trump les a formulés ainsi. Nous avons une petite différence, mais dans l'ensemble, nous sommes assez proches. Et dans la même conversation, Trump a rappelé à Israël sa dépendance envers les États-Unis d'Amérique en répondant aux objections israéliennes concernant la reprise du programme F-35 avec la Turquie.
Citation. Honnêtement, nous sommes très gentils avec de nombreux pays qui ne survivraient pas sans nous. Et vous savez qui ne survivrait pas sans nous ? Israël. L'essentiel des désaccords peut sans doute être résumé en un paragraphe, pour que tout devienne parfaitement clair. Netanyahou, dès le début, a soutenu la poursuite des opérations militaires contre l'Iran et son allié, le Hezbollah, au Liban, mais il a été relégué au second plan après que Trump a commencé à chercher un accord avec Téhéran. C'est Netanyahou qui, en février, a convaincu Donald Trump que le moment d'un changement de régime en Iran était venu. Et 5 mois plus tard, la guerre n'est toujours pas terminée, et l'aile dure du régime iranien, au contraire, a renforcé ses positions. Et il n'est absolument pas question de capitulation en ce moment. Donald Trump est donc franchement en colère contre Netanyahou. Comment les médias israéliens évaluent-ils la rencontre ? C'est un sujet à part et très révélateur. Je vais citer quelques phrases. Le ton de cette rencontre est nettement plus inquiétant que le ton officiel des médias israéliens. Par exemple, l'analyste politique Amit Sigal a écrit ce qui suit dans le journal Israël Hayom. Les Américains font comprendre aux Israéliens que c'est eux qui mènent la guerre. Il est évident pour tout le monde qu'Israël a été relégué à la banquette arrière. Le chroniqueur du journal Maariv, Ben Caspit, s'est exprimé de manière encore plus tranchée, et il écrit ce qui suit. « Nous avons perdu l'Amérique. Merci Bibi. » Il s'agit de la perception selon laquelle Israël a perdu l'initiative dans la guerre, qu'il a d'ailleurs lui-même initiée, et que son influence sur les décisions de Washington diminue. Le contexte supplémentaire, ce sont les données du sondage de l'Associated Press, publié plus tôt, en juillet, il y a tout juste une semaine, concernant une baisse notable du soutien à Israël parmi les adultes américains. En réalité, la majorité ne soutient plus Israël maintenant. Mais, pour être honnête, le contexte politique interne renforce la vulnérabilité des deux, aussi bien Donald Trump que Benjamin Netanyahou. Netanyahou se présente à la réélection cet automne, et sa position est compliquée, notamment par la détérioration de ses relations avec Trump. Trump, de son côté, est sous pression à cause d'une guerre impopulaire, qui a porté un coup à l'économie et fait grimper les prix à la veille des élections de mi-mandat au Congrès. Autrement dit, chacun des dirigeants avait besoin de cette rencontre, non pas tant pour une percée, mais pour démontrer publiquement que les relations, même si elles ne sont pas sans heurts, restent bel et bien sous contrôle. Maintenant, parlons de la raison pour laquelle cette rencontre entre Netanyahou et Trump a été suivie de très près par l'aile droite des partisans de Trump, le mouvement MAGA, Make America Great Again. La guerre avec l'Iran a divisé cette coalition dès le début, et cette division est de nature fondamentale. Une partie importante des commentateurs de droite influents sont des isolationnistes, qui estiment que les électeurs ont soutenu Donald Trump précisément parce qu'il avait promis de ne jamais entraîner les États-Unis d'Amérique dans des guerres étrangères, éviter de nouvelles guerres et mettre fin à un maximum de conflits dans le monde, et de se concentrer enfin exclusivement sur les affaires intérieures américaines. En gros, il ne faudrait même pas prêter attention à ce qui se passe dans le reste du monde. C'est pour cela qu'on les appelle isolationnistes. La voix la plus forte de ce camp, c'est l'ancien présentateur de Fox News, Tucker Carlson. Et donc, fin février, dans les premiers jours de la guerre, il a déclaré ce qui suit. Cela s'est produit parce que c'est ce qu'il voulait. Israël, c'est la guerre d'Israël, c'est pas la guerre des États-Unis. Carlson a qualifié la campagne militaire américaine comme fondée sur des mensonges et comme le résultat de la manipulation de Netanyahou. Plus tard, lorsque Trump a menacé de frapper les infrastructures civiles de l'Iran, Carlson a qualifié cela, je cite, de crime de guerre. D'autres personnalités du même champ médiatique de droite l'ont rejoint. Il s'agit de Meghan Kelly, Candace Owens et, par exemple, Alex Jones. Ce sont également des représentants de l'aile la plus extrême du mouvement MAGA, et ils ont tous commencé à critiquer Trump d'une seule voix. Parmi les politiciens républicains, la députée Marjorie Taylor Greene, autrefois l'une des voix les plus loyales à Trump, s'oppose systématiquement au soutien à Israël et à la poursuite de la guerre. Honnêtement, c'est une députée cinglée qui criait qu'il y avait des nazis en Ukraine, que des églises sont incendiées, que des prêtres sont tués. Eh bien, en gros, en plus, cette phrase lui appartient. Pas un centime pour aider l'Ukraine si Trump gagne. La réaction de Trump à cette critique a été dure.
Par exemple, il a publiquement traité Tucker Carlson, Kelly Owens et Jones, ce groupe de 4, je cite, de personnes à faible QI, et a affirmé que MAGA, au contraire, soutient sa politique. Fin de citation. MAGA veut que notre pays prospère et soit en sécurité. Et MAGA aime ce que je fais. Ce que je fais. La position de l'administration dans ce débat interne est formulée par J.D. Vance, et elle est ambiguë. D'un côté, il est l'un des rares dans l'entourage de Trump à s'être permis de critiquer Israël ces dernières semaines. D'un autre côté, c'est précisément Vance qui avait auparavant directement mis en garde les responsables israéliens que Donald Trump est, je cite, « le seul dirigeant mondial qui sympathise avec Israël ». Et il rappelait que les 2/3 des armes défensives qui protègent leur patrie ont été fabriquées par des Américains et payées par les contribuables américains. Donc même la critique venant de la Maison-Blanche ressemble plus à un rappel de la dépendance d'Israël qu'à un changement politique. Et Netanyahou ne peut pas le cacher. Pourtant, après sa rencontre avec Trump, il a déclaré que c'était sa meilleure rencontre avec un président américain. Qu'est-ce que tout cela signifie pour chacune des parties ? Pour Israël, le principal résultat n'est pas dans les accords concrets, mais dans un fait désormais confirmé. Israël n'est plus le meneur, mais le suiveur dans cette guerre qu'il a lui-même déclenchée. Netanyahou est venu proposer des renseignements et convaincre Donald Trump qu'il ne s'opposerait pas aux efforts diplomatiques américains dans la bande de Gaza et aux investissements, où Trump s'était déjà plaint que trop de personnes meurent lors des frappes israéliennes. La formule d'une rencontre positive permet à Netanyahou de sauver la face au sein même d'Israël avant les élections, mais cela n'annule pas le fait que les décisions stratégiques concernant l'Iran sont désormais prises exclusivement à Washington. Pour les États-Unis d'Amérique, la rencontre s'inscrit dans la ligne de Donald Trump, visant à mettre fin à la guerre selon ses propres conditions. Je rappelle que la veille, le 24 juillet, Trump a annulé les plans, comme il le disait, d'une attaque massive contre l'Iran. Ses généraux, le chef d'état-major interarmé Dan Kane et l'amiral Brad Cooper, alertaient sur l'épuisement des stocks d'intercepteurs et les limites de l'efficacité des bombardements. Dans ce contexte, la retenue de Trump envers Netanyahou est tout à fait logique. La poursuite de la guerre dans l'intérêt d'Israël entre en contradiction à la fois avec les capacités militaires des États-Unis et avec les coûts politiques internes pour Trump. En somme, les objectifs ont commencé à diverger au maximum. Pour l'Iran, le désaccord public entre Washington et Jérusalem est plutôt un facteur favorable. Plus la divergence entre les alliés sur la question de l'escalade est évidente, moins il y a de chances qu'une nouvelle frappe ait lieu immédiatement, et plus il y a de marge pour gagner du temps. À en juger par le comportement de Téhéran, les dirigeants iraniens comptaient là-dessus. Et ensuite, selon moi, le premier scénario serait de maintenir la pause actuelle dans les frappes contre l'Iran, tout en poursuivant la pression économique et les négociations par l'intermédiaire de médiateurs, avec Israël dans le rôle de partenaire junior. Le second scénario survient si les négociations avec l'Iran échouent et que Donald Trump estime politiquement nécessaire de montrer sa force. Il est possible qu'on revienne aux frappes. Et alors, la position de Netanyahou, qui prône une ligne dure, coïncide à nouveau avec les actions des États-Unis d'Amérique. À l'approche des élections, il retrouvera une position de force, ce qui lui convient parfaitement. La troisième option, c'est un refroidissement supplémentaire si Israël prend des mesures indépendantes, que Washington considérera comme sapant sa diplomatie. Le scénario qui se réalisera dépend en grande partie de ce qui a été discuté à huis clos. Et cela, les partis ne le révèlent pas pour l'instant. En résumé, la rencontre entre Donald Trump et Netanyahou, le 28 juillet, a été officiellement qualifiée de positive et productive. Elle a duré environ 1h30 et s'est déroulée sans détails rendus publics. Derrière cette formulation de rencontre positive et productive, il y a en réalité un refroidissement des relations entre les deux alliés et, ce qui est important, un changement de rôle. Israël, qui a commencé la guerre contre l'Iran, s'est retrouvé relégué au second plan, ce que reconnaissent ouvertement les analystes israéliens. Pour Donald Trump, la guerre est devenue, à mon avis, un problème de politique intérieure et un sujet de division au sein de son propre camp, où des voix conservatrices influentes exigent de ne pas s'impliquer davantage dans ce conflit.
La rencontre apparemment était nécessaire aux deux dirigeants, principalement pour montrer à leurs électeurs qu'ils gardent le contrôle de la situation. Et non pas pour y annoncer une nouvelle ligne commune. Non, personne ne nie qu'il y a des divergences, mais il fallait que Bibi montre à ses électeurs, et Trump aux siens, que oui, il y a un conflit, mais tout est sous contrôle, tout est maîtrisé, et il n'y aura pas de problème. Et il faut comprendre que la véritable orientation de la guerre au Moyen-Orient sera déterminée non pas tant par les résultats de ces négociations, mais plutôt si les États-Unis d'Amérique et l'Iran parviendront à un accord durable sur le détroit d'Ormuz et sur le programme nucléaire. Voilà ce qui est bien plus important. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like sous cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez faire un don via les liens et informations de paiement dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.